Téléchargez et écoutez les podcasts hors connexion et gratuitement sur YouTube Music. Oumavox et vive la France. La politique française, ça n'est que du clientélisme, que ça. La politique en Occident, c'est du commerce. Vous voyez vous savez, les graphiques là en fromage où on vous montre au départ là, des pourcentages, 8% de machin, 10% de trucs. En fait, la politique française, c'est comme aux États-Unis en fait, c'est devenu du commerce. C'est des voix achetées, c'est du clientélisme. En France, c'est exactement la même chose. Sarkozy à l'époque, c'était personne dans les années 2000. Il était ministre de l'Intérieur et c'était que de la com. Je me rappelle à l'époque, il y avait ça je l'avais étudié en cours, il y avait une prise d'otage. Je sais plus c'était quelle prise d'otage d'ailleurs. Un graphique, c'est le fameux camembert, merci. Il y avait une prise d'otage dans les années 2000 et Sarkozy avait franchement c'était brillant ce qu'il a fait, c'était de la com mais magnifique. Sarkozy, en fait, il est allé, durant cette prise d'otage, aller négocier directement avec les preneurs d'otages. Et on l'a vu sur des vidéos et des photos où il tenait des enfants dans les bras. Pour les gens qui peuvent retrouver l'anecdote. Prise d'otage, Nicolas Sarkozy, c'était dans les années 2000, début des années 2000, je crois. À l'époque, il y est allé, parce que justement, les gens autour de lui me disent « Mais là, il y a grave un truc à faire. Il y a grave un coup de pub à faire. Il y a un coup de pub monstrueux à faire. » Sarkozy, d'ailleurs, juste après, lorsqu'il voulait devenir président, vous vous rappelez tous de cette phrase qu'il avait sortie. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Et sa fameuse phrase sur le Karcher. C'était brillant d'un point de vue de la communication, parce qu'il y avait véritablement un problème de délinquance. Il a appelé une armée de journalistes pour le suivre, et ça, c'était préparé à l'avance. Tout le monde savait que c'était préparé à l'avance. Et on l'a vu d'ailleurs avec vous savez, le Covid. T'as des ministres, d'ailleurs vous l'avez vu tellement c'était à gerber, tellement que c'était de la communication, c'est que t'as des ministres qui volontairement préparaient le truc, ils préparaient des petits vieux pour leur mettre le vaccin ou eux-mêmes se faire vacciner. T'as un ministre, je sais plus comment il s'appelle, il retire sa chemise torse nu pour faire le beau gosse. D'ailleurs tout le monde s'est moqué de lui, tellement c'était préparé. C'est que de la communication, la politique française. Ça n'est que ça. Je l'avais répété souvent d'ailleurs cette phrase. C'était Adolf Hitler. Parce que oui, j'aime bien citer Adolf Hitler. Adolf Hitler, lui, quand il parlait du Parlement de Vienne, autrichien, il disait que le Parlement, c'était la maison théâtrale c'était la maison théâtrale de la démocratie. La maison théâtrale de la démocratie. La maison théâtrale, c'est un théâtre. La politique, c'est un théâtre. Puis j'en parle même pas, moi, des ministres qui se répondent par tweet. On arrivait à une époque où t'as des ministres, des présidents, ils se répondent par tweet. Il n'y a plus de communiqué de presse, ils balancent des tweets. T'as vu, il y a Trump qui a tweeté, il y a Kim Jong-un qui a retweeté, il y a truc qui a retweeté. On dirait une série, en fait. Macron, rappelez-vous, je crois que c'était avant son élection, je crois, ou pendant la période électorale, il y a 5 ans, il est allé à Marseille et il criait les Algériens, les Marocains, les Comoriens. Je sais pas si vous vous rappelez de ce discours. Je sais plus c'était quel discours. Et toute la foule était là, ouais, Macron, il a dit les Algériens, Tahia al-Jazair. C'était de la com, il en a rien à foutre des Algériens. Il s'en fout complètement. D'ailleurs, il y a même un journaliste, il y a quelques mois, qui avait dénoncé que les proches de Macron, dans sa communication, il récupérait parfois même des expressions des nationalistes. Genre l'expression grand remplacement. Il y a un journaliste qui a balancé l'info et qui a dit, dans le cercle très proche de Macron, on se plaint d'un grand remplacement. Donc en privé, on va te prendre même des expressions pour le coup de vrais fachos, tu vois, grand remplacement. Et quand il est face à un public de maghrébins, et de fragiles maghrébins, faut dire la vérité, c'est les débiles qui n'ont aucune réflexion politique, aucune culture politique et historique du pays, on leur dit « Ouais, le Maroc, l'Algérie, là, tout le monde, ouais, bravo, Macron, t'es génial, t'es trop beau, je vais voter pour toi. » C'est du clientélisme. Rappelez-vous Barack Obama, lorsqu'il est allé je crois que c'était au Caire, il a fait un discours au Caire, et il avait commencé un discours par « Assalamu alaikum ». Et là, tout le monde dans la salle, « Wa alaikum salam, ouais, Barack, t'es trop fort ». Barack Obama, sous ses 2 mandats, on n'a jamais vu un président
durant son mandat, faire autant de massacres de musulmans. Participer de près ou de loin à autant de massacres et d'ingérences dans les pays musulmans, sous Barack Obama. La politique, c'est que du commerce, et je veux gagner des voix, je veux gratter des voix. Avoir des voix, c'est des parts de marché, il faut le vote juif, il faut le vote musulman, il faut le vote maghrébin qui est plutôt de gauche, il faut le vote des blancs, des agriculteurs, des policiers qui sont plutôt blancs et de droite, il faut... C'est des parts de marché, quoi. Mais sur l'islam, il y a un consensus, faut vraiment qu'on soit clair. Tous les partis politiques, sauf exception faite d'un seul parti politique qui est l'UDMF, et peut-être le parti de François Asselineau, l'UPR, peut-être, à part ces deux partis, l'UPR et l'UDMF, donc l'Union des démocrates musulmans de France, tous les autres partis politiques, eux, ils ont admis, c'est un consensus, solidarité entre nous, on est tous contre l'islam. C'est juste qu'il y en a qui vont l'exprimer différemment. Il y en a qui vont fermer les yeux. Les premières lois contre le voile et les premières personnes qui ont élaboré des lois anti-voile, ça venait plutôt de gauche et de l'extrême gauche. Pas de la droite. La droite qui, elle, traditionnellement, était plutôt dans le christianisme, dans les traditions, dans les valeurs, dans les... Le voile, chez eux, bon, encore pas si longtemps en France, même chez les catholiques, le voile, c'est encore obligatoire dans certaines circonstances pour les femmes. Donc pour eux, c'était même pas leur intérêt d'être contre le voile, si vous voulez. Mais c'est né dans des cercles de gauche. C'est la culture de gauche qu'on peut retrouver dans des films comme... vous savez, les films Rail. Mais l'idée qu'il y avait derrière ces films-là, Ma cité va craquer, Rail, vous savez, c'était la pensée de gauche. C'était ça, c'était... Maghrébine, émancipez-vous par la sexualité, sortez de votre religion, sortez de chez vous. Regardez aujourd'hui le film 100% Arabica. 100% Arabica pour les gens qui s'en souviennent. Le film aujourd'hui, vous le regardez, vous allez tous vomir. 100% Arabica. Ce genre de film à l'époque, mais les gens de gauche, ils adoraient ce genre de film. Mais ils adoraient ça. Parce que c'était une manière de dire aux femmes maghrébines, aux hommes maghrébins, oh, laissez l'islam là, ou à vos frères musulmans barbus, la triste, la rigoriste et stupide. Émancipez-vous en France, l'émancipation ça passe par l'alcool, ça passe par le fait de s'éclater, c'était l'idéologie de gauche. Donc l'idéologie de gauche, même culturellement en France, même à travers des films, c'est pour ça que les films c'est très évocateur, la cinématographie française, elle en dit parfois beaucoup plus que la politique, mais idéologiquement c'était la pensée de gauche, c'était le gauchisme qui était derrière. Et ça venait de là. C'est eux. Pour moi, les pires islamophobes, ce sont des gens de gauche. C'est pas des gens de droite. Loin de là. La politique, c'est devenu un commerce. Les hommes politiques, ils voient la population française non pas comme des individus, mais comme des voix à acheter. Et pour acheter des voix, c'est très simple. Faut faire de belles promesses. Faut caresser les gens dans le sens du poil. Faut les congratuler, leur donner de belles phrases. Et le peuple, comme le peuple, la masse, je parle bien de la masse, la masse c'est toujours une masse un peu stupide, un peu débile, un peu qui est dans l'émotion, qui est très manipulable. Il suffit qu'un homme politique dise une fois une phrase sympa sur les musulmans, et c'est bon, khalas. Les gens ils seront tous derrière l'homme politique qui a dit ça. Rappelez-vous, et je terminerai vraiment sur ce point-là, parce que pour moi ça c'était le pire, c'était Benoît Hamon, je sais pas si vous vous rappelez, Benoît Hamon... Il est allé manger un kebab. C'est le truc pas du tout naturel, quoi. Le mec, il est allé manger un kebab en région parisienne. Genre, t'as vu, moi, je suis un mec de la street, je suis proche des gens et tout. C'était pitoyable, mais pitoyable. Et je suis sûr que son conseiller de communication, il lui a écrit une petite note. Alors, tu lui demandes sauce samouraï. Parce que samouraï, c'est bien apprécié des maghrébins. Donc sauce algérienne. Comme ça fait... Ouais, sauce algérienne. Et c'est pareil, l'inverse d'ailleurs. Robert Ménard, c'est l'inverse. Lui, il te dit, Robert Ménard à Béziers, lui, il te dit que pour voter pour moi, et je vais vous débarrasser des islamistes, et il vous dit que c'est les premières mesures qu'il va faire pour débarrasser Béziers des islamistes, c'est de fermer les chichas. Wallah, je rigole pas. Le mec, il est contre l'islamisme et veut fermer les chichas. Mais les musulmans seront les premiers à vous applaudir en allant fermer les chichas, mais fermez-les. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça, en fait, la politique française.
c'est que des slogans, c'est des symboles, c'est des kebabs, les machins, c'est pitoyable. Je veux dire, tu peux même retrouver, Amin Amin et Barak Lofik pour ton nom frérot, tu peux même retrouver aujourd'hui des traités politiques qui datent de l'Antiquité, hein, sur le fait qu'il y avait des empereurs qui faisaient pareil. Genre des empereurs romains qui allaient dans la rue, tu sais, des empereurs romains qui venaient de familles nobles, tu vois, de l'aristocratie romaine, et qui allaient dans la plèbe, donc là où vivaient les plébéiens, et ils allaient balancer des pièces, tu sais, des pièces d'or dans la foule. Justement pour dire aux plébéiens, soutenez-moi, le peuple, soutiens-moi, t'as vu, je suis gentil, je te donne des... C'était comme ça. C'est vieux comme le monde, en fait, ça, ce qu'on dit. Hein. On croit que c'est nouveau, mais c'est une analyse qui est vieille comme le monde. Tu m'entends? Oui, je t'entends, Abdallah. Ouais. Je voulais ajouter aussi, tu sais, la politique, maintenant, si on veut voir à quoi ça ressemble, on peut regarder comme exemple les États-Unis, c'est devenu, tu vois, là-bas, c'est devenu presque un show, des shows télévisés basés beaucoup sur la communication visuelle à travers des apparitions à la télévision, etc. Et la France, maintenant, Mélenchon et tous les autres partis politiques sont beaucoup... leur politique, elle est beaucoup basée sur la communication audiovisuelle, c'est-à-dire d'apparaître sur des plateaux télévision. Tu vois ce que je veux dire? Aux États-Unis, en fait, c'est pareil qu'en France, Abdallah, à peu de choses près, c'est que aux États-Unis, c'est encore pire. En fait, les États-Unis, c'est un État plutocrate, je veux dire affiché. C'est-à-dire que là-bas, c'est ceux qui vont mettre le plus d'argent dans leur campagne électorale qui ont de chances de remporter les élections. Parce que comme tu l'as dit, si tout se fait par des shows télévisés, par des machins, il faut des moyens. Et plus un candidat va mettre de moyens dans sa communication, son parti va mettre de moyens, plus il a de chances d'être élu. C'est gravissime. C'est-à-dire que c'est celui qui va mettre le plus de thunes sur la table qui va être président. C'est pas pour rien d'ailleurs que Donald Trump, il est devenu président. C'est une dinguerie. Enfin, Donald Trump, ça a toujours été une blague aux États-Unis. Tout le monde se foutait de sa gueule. Pourquoi ? Parce que le gars, il vient d'une famille de mecs qui faisaient des affaires. Le gars, son père, déjà son grand-père, son père étaient des hommes d'affaires très connus. Et lui aussi, c'est un homme d'affaires connu. Le gars, il crée des shows télévisés, il rachetait des chaînes, des casinos, des machins. On l'a même vu dans des films. Rappelez-vous, Maman, j'ai raté l'avion. Maman, j'ai encore raté l'avion, pardon. Lorsque Kevin McAllister, il paume son père à l'aéroport et qu'il va dans le Plaza Hotel. Le Plaza où il va, c'était le Plaza de Donald Trump à l'époque. Et dans le film, on le voit. Pour les gens qui s'en souviennent. Il demande son chemin, il y a Trump qui lui répond dans le film. C'est-à-dire que c'était ça, Donald Trump. Et parce qu'il avait mis la thune sur la table, il avait plus de chances de remporter les élections. C'est aussi bête que ça. C'est terrifiant. Oui, exactement. En fait, c'était juste parce que la population, elle le connaissait. Et elle connaissait sa vie. C'est ça. Et du coup, c'est un peu comme Schwarzenegger aussi. J'allais le citer. Tu vois, Schwarzenegger, ouais. Gouverneur de Californie. Ouais. Tu te rends compte? Juste la communication, des discours. Et voilà, le gars, il est venu à la tête d'un État. En plus, l'un des États... ouais. En plus, l'un des États les plus riches des États-Unis, la Californie. C'est un délire. Un Terminator, gouverneur. Enfin, quand les gens le disaient, quand les gens le disaient avant, tout le monde pensait que c'était une blague. Punaise, c'est vraiment arrivé, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que la démocratie, ça rend fou. Pierre Desproges, dans les années 80, on lui a dit, c'était Bernard Pivot qui lui posait la question, est-ce que vous êtes pour la démocratie? Et Desproges répond à Pivot à l'époque. Non, pourquoi? Parce que la démocratie, c'est la loi du plus grand nombre. Oui. Le plus grand nombre, c'est les gens qui regardent Sabatier. Que ces gens la votent, je trouve ça scandaleux, c'est tout. Et là, tout le monde rigole. En fait, l'exemple... Sabatier, en fait, c'était un présentateur télé à l'époque, qui est un peu l'équivalent de Cyril Hanouna aujourd'hui. Donc, si vous comprenez l'exemple, parce que la démocratie, c'est ouvrir la porte à l'accession au pouvoir à n'importe qui. Juste parce que le mec, il a du réseau, il a de l'argent, il a du machin, il a du... Et on le voit d'ailleurs avec la série de présidents qu'on a eu. Chirac, avec les affaires de dingue qu'il avait
derrière lui, Nicolas Sarkozy, Hollande, j'en parle même pas, Sarkozy, enfin, vous imaginez, on a vu que des criminels présidents depuis plus de 50 ans. Et encore, je suis gentil quand j'ai depuis plus de 50 ans. Mais c'est depuis l'avènement de la République qu'il n'y a que des criminels au pouvoir. Mais on est quand même des cons. Et il y a des gens qui y croient. Ah, c'est beau la démocratie. Faut voter. Oh, si tu ne vas pas voter, les gens vont voter à ta place. Oh, tu vas laisser des fachos voter à ta place. Si tu ne votes pas, on le voit d'ailleurs, les grands rassemblements, les gens qui font des fêtes, les gens qui font des touristes, vous savez, la masse. La masse, toujours un truc con en fait, la masse. La masse, elle est débile. La masse, elle a pas donné son avis, la masse. Mais, on a fait en sorte en Occident de faire croire à un peuple que la masse, elle pouvait s'exprimer, que la masse était légitime pour donner son avis, et donc la masse, si justement elle est à la ramasse, ben il faut lui donner le droit de vote, et puis peut-être que grâce à son vote, elle fera briller le pays. N'importe quoi. N'importe quoi. Catastrophique. Donc voilà, le peuple qui fait la loi, honnêtement, moi ça me fait flipper. Hein. Parce que si demain, t'as une majorité de gens dans un pays qui deviennent déviants, t'auras que des lois déviantes. D'ailleurs, c'est ce qui se passe en France. On veut des lois pour légaliser le mariage homosexuel, on veut des lois pour machin, on veut des lois pour autoriser le nudisme. Aux États-Unis, par exemple, j'ai lu un article là-dessus. Aux États-Unis, je sais plus si c'était dans quelles années, j'ai pas envie de me gourer, mais il y a une époque où sur tout le territoire des États-Unis, le nudisme était interdit. Pourquoi ? Parce que c'est une question d'hygiène mentale, de santé mentale. C'est les animaux qui se mettent tout nus. D'accord ? C'est pas à l'état sauvage, c'est les animaux qui sont à poil dans la faune. Dans la nature. Les êtres humains, eux, au contraire, ils ont acquis un degré de civilisation où ils se sont dit, mes fesses, je dois un peu les protéger. Là, il va faire moins 10 degrés, faut que je me protège, Et puis aussi du regard des gens. Parce que on sait que sexuellement, l'attirance sexuelle, elle passe par le fait de voir les parties génitales, les machins, les zones érogènes. Bon, je me couvre pour éviter qu'il y ait des soucis en place publique. C'est du bon sens. Aux États-Unis, il y a eu des manifestations où tu as des nudistes qui réclamaient le droit de se mettre à poil. Pourquoi ? C'est quoi le but politique ? C'est quoi l'idéologie qu'il y a derrière ? Je sais pas, sur un plateau télé, elle avait dit... Forcer notre lutte contre la polygamie, et la mesure, c'est qu'on retirera le titre de séjour des personnes qui sont polygames. On va pas interdire les plans à trois, on va pas interdire l'infidélité, on va pas interdire le polyamour, les troupes. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a une liberté amoureuse, une liberté sentimentale, une liberté sexuelle, la France pays du libertinage, etc. Mort de rire. Le polyamour, c'est légal, la polygamie, c'est interdit. N'importe quoi. Polygamie, c'est autre chose. Mais la polygamie, c'est autre chose. Enfin, tu vois, c'est ça, en fait, l'idéologie occidentale avec le nu, la sexualité. Sérieux, Marlène, elle se dit féministe et elle fait la une de Playboy. C'est ça que je comprends pas. C'est tout ce qui est de plus décadent, de plus dégradant pour la femme et pour l'homme, on va le légaliser. Par contre, tout ce qui est une protection pour la femme et pour l'homme, faut l'interdire parce que c'est archaïque, c'est ancien, c'est débile, c'est le Moyen-Âge. D'ailleurs, c'est même une expression en France, hein. Quand on veut mépriser des religieux ou des gens qui sont un peu traditionnalistes, on leur dit, mais on n'est plus au Moyen-Âge, hein, on n'est plus au Moyen-Âge, et on est en 2021. Hein. Vous voyez, c'est le genre de catégorie de personnes, c'est con, là, qu'on toujours la même réplique. On n'est plus au Moyen-Âge. Hein. Et alors, le Moyen-Âge, il avait de très bons côtés. C'est une très belle période, le Moyen-Âge. Donc ouais, non, la politique, c'est du théâtre, c'est du commerce, c'est rafler des votes, c'est de la manipulation, c'est de la sale politique. C'est pour ça, d'ailleurs, que nous, musulmans, on nous reproche très souvent de parler de califat musulman, d'état musulman, etc. En fait, de théocratie. Pourquoi ? Pourquoi la théocratie pour un musulman, c'est mieux ? Parce que la théocratie, ça dépossède les gens malveillants du pouvoir. Ça les dépossède. Parce que si on admet que les lois en vigueur dans un état musulman, c'est les lois d'Allah, c'est ce qu'a dit ou fait le prophète alayhi salatu wassalam et les sahaba avec lui, c'est ça qui va servir de ligne de conduite pour le chef d'État. Et si le chef d'État, il se conforme pas à ça, en principe, il dégage. Là, en fait, dans une démocratie, on sait que la Constitution elle peut changer tout le temps, que les articles de loi peuvent changer tout le temps, et donc tous les présidents qui arrivent, ils font leurs 5 ans de mandat,
ils modifient la loi, ils promettent des choses, dès qu'ils sont finis, ils repartent avec la caisse, et ils n'ont aucun compte à rendre. Dans un État musulman, c'est pas la même chose. En principe, tu payes si tu fais n'importe quoi. Tu payes. Et tu le payes illico. Évidemment, je dis bien en principe. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des théocraties qui trahissent les valeurs de l'islam tous les jours. Donc, ce problème-là, il existe même dans des pays musulmans. On prétend en France que la France est une démocratie. On vit dans un territoire qui est censé être le fruit d'un effort populaire, en fait, de toute la population, de tout le peuple français. En gros, c'est les Français qui ont le pouvoir de décider, entre guillemets, du destin de leur pays. Ça fait pas complotiste, parce que c'est vrai, on vit dans un pays qui est géré par des réseaux. La franc-maçonnerie, c'est un réseau. Le CRIF, c'est un réseau. Quelqu'un parlait du dîner du siècle, c'est un réseau. Parler t'as des réseaux. Le lobby LGBT, c'est un lobby, c'est un réseau. Bien sûr, ce sont des réseaux qui sont tous d'ailleurs interconnectés les uns les autres et qui pensent un peu à leurs intérêts. Donc en fait, on vit dans une oligarchie où une toute petite partie de la population, qui n'est même pas en fait légitime pour pouvoir faire de la politique, fait de la politique à la place même des hommes politiques. Voire même, les hommes politiques qu'on a aujourd'hui, c'est leur patron, comme tu l'as dit. Rappelez-vous de l'image qu'on a tous vue de Macron au CRIF peu de temps après son élection, et t'as le président du CRIF qui lui tenait la main comme si c'était un gamin. Genre, bravo, tu vas être notre larbin. Tu vas être notre nouveau larbin maintenant pendant ton quinquennat, comme tous les autres avant toi. Et on l'a vu, le malaise que ça a été de voir le président du CRIF. À l'époque, c'était aussi Elisabeth Lévy, on l'avait déjà dit une fois sur un live. Elisabeth Lévy, elle était à la radio, et elle avait parlé off caméra, et en gros, elle était en train de dire à Richard Prasquier que c'était des membres du CRIF qui ordonnaient à des ministres de venir, et il les engueulait en public. Je sais un petit peu les discours qu'il a dit. Non. Moi, je l'ai entendu. Dire, Monsieur le Premier ministre. Ça n'a pas été un peu excessif à un moment donné, cette façon. On l'a vu engueuler, vraiment. On l'a vu engueuler les ministres. Et les ministres acceptaient de se faire engueuler. Alors qu'en fait, le CRIF, c'est rien du tout. C'est une association. C'est juste une association. Ces gens-là n'ont aucune... Normalement, dans un pays normal, ils ne devraient avoir aucun pouvoir politique. Eh ben, en fait, non. On voit que ce réseau-là, et pas que, mais ce sont des réseaux qui vont avoir de l'influence après sur la politique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de politique occulte. Ce qui est occulte, c'est ce que vous ne voyez pas, c'est ce qui est caché. Donc c'est même une trahison de ce que c'est que la démocratie, selon eux. Moi, je ne suis pas démocrate, alhamdoulilah. La plupart des gens ici ne sont pas démocrates. Les gens sains d'esprit ne sont pas démocrates, en réalité, quand on sait à quel point c'est une arnaque, la démocratie. Mais, je veux dire, même avec leurs propres règles et leur propre idéologie, ils se font trahir. Ils prétendent nous vendre la démocratie, mais en réalité, comme tu l'as dit, Kyle, ce sont des réseaux qui font de la politique à la place du peuple ou dans le dos du peuple. Et à la fin, on se demande pourquoi ça va aussi mal. Ça se fait même avec la politique extérieure. Mais quand Kadhafi, à l'époque, il finance la campagne de Nicolas Sarkozy, vous croyez que c'est quoi ? C'est des réseaux étrangers qui viennent, avec leur argent, changer les règles du pays dans lequel on vit. C'est pour ça que d'ailleurs que c'est très dangereux. C'est pour ça d'ailleurs que ça crée un tollé de ouf, l'affaire Sarkozy-Takieddine. Aujourd'hui, tu as des Américains, pas spécialement sionistes, mais tu as des... tu parlais du lobby LGBT, par exemple, en France. Il est très lié à une petite, intelligentsia américaine universitaire qui viennent nous balancer des idées dégueulasses LGBT sur les théories du genre, et ça donne des courants dans les facs, mais dégueulasses. Des gamines à cheveux bleus là qui parlent d'avortement comme si qui même se réjouissent de l'avortement, de tuer des gosses. Les Qataris par exemple qui donnent de l'argent aujourd'hui en France, ils font taire des bouches les Qataris. En France, il y a des hommes politiques qui ont perçu de l'argent du Qatar, qu'ils critiquent d'ailleurs en France, mais qui en réalité on sait tous qu'ils ont perçu de l'argent du Qatar. La Chine, Cyril Nopare, il a fait des vidéos de fou là-dessus. Le pouvoir mais monumental du gouvernement chinois aux États-Unis et en Europe. Les mecs, ils font taire des pays à coups de liasses, à coups de billets, ou à coups, parce que c'est aussi comme ça qu'on fait de la politique. Des fois, quand on veut un truc en politique, on accepte des contrats. Genre, on vous achète un truc qui est invendable chez vous, genre on vous achète 15 rafales, et vous nous laissez acheter des châteaux français et des vignobles
en France. On sait aujourd'hui que la Chine a des propriétés en France, genre des châteaux en France et tout. Et ça a scandalisé des politiques en disant mais c'est quoi ce truc ? T'as des Chinois qui arrivent, qui nous prennent un peu pour leur prostituée, qui nous payent, ils nous balancent de l'argent sur la table, et nous on vend des biens et des territoires de la France à un pays étranger. C'est gravissime. Regardez le lobby chinois. À l'époque, c'était pareil, c'était avec Sarkozy. Lorsqu'il y avait les Jeux Olympiques de Pékin en 2008, à l'époque, il y avait Ménard qui était encore à Reporters sans frontières et qui était encore un peu militant. Et lui, en fait, il dénonçait la Chine qui est en train d'envahir qui était en train d'envahir le Tibet. Et qui est en train de faire la misère aux Tibétains. À tel point, il y avait des Tibétains qui s'immolaient par le feu. Enfin, c'était terrible, quoi. Il y avait des trucs, expropriation de terre, on les tuait, on les machin, Ménard, à l'époque, quand il avait encore un peu de courage, le dénonçait. Il avait été chopé par les autorités chinoises à l'époque. Les autorités chinoises à l'époque ont appelé Sarkozy. Ils lui ont dit, écoute, si on voit encore un mec qui vient de ton pays chez nous dénoncer ce qui se passe avec les Tibétains, toutes les entreprises françaises qu'il y a chez nous, donc énormément d'entreprises françaises dépendent de la Chine, énormément. D'ailleurs, notamment des marques françaises ou des chaînes de magasins, etc., qui se sont implantées en Chine et qui dépendent vraiment de la Chine pour survivre. La Chine, elle leur a dit, mais si on voit encore un mec de chez vous dénoncer ce qui se passe avec les Tibétains, boycott, tout ça dégage, toute la France dégage de la Chine et on arrête de produire pour vous, c'est terminé. Et il leur a dit, votre économie, je la plombe en une demi-journée. En une demi-journée, la France, c'est le tiers-monde. C'est fini. Mais vraiment, rappelez-vous avec les masques, les masques là pour le Covid, on dépendait tellement de la Chine qu'on n'avait pas de masques, on n'avait pas de stock pour toute la population, parce que nous, crétins que nous sommes en France, on a tous les délocalisés ailleurs, et en particulier en Chine. Bah voilà, ils ont un levier de pression, ils appellent, ils disent vous la fermez. C'est ça aussi des raisons. Moi, Salahadine, tu voulais dire, je t'ai coupé. Ouais, c'est la même chose, tu vois, la pression en fait qu'il y avait eu de la part de la Russie, ça date un peu quand Sarkozy, il venait d'être élu président, quand Poutine, il avait menacé Sarkozy de l'écraser s'il continuait à parler des Tchétchènes. Ouais, il lui avait dit, le mot pour mot, ce qu'il lui avait dit, c'était la France, c'est ça, la Russie, c'est ça. En gros, il a tellement ouvert ses bras et Sarkozy, d'ailleurs, juste après l'entretien qu'il avait avec Poutine, il tremblait devant les caméras. Et les gens se disaient, mais il est bourré, il est sous alcool. Et en fait, non. Il venait de se faire passer un savon par Poutine. Un mec qui avait juste à l'époque 2000 têtes nucléaires, en fait. Et une armée qui pouvait siphonner 10 fois son pays s'il le voulait en une journée. Donc ouais, quand tu te fais remonter les bretelles par une des plus grandes puissances du monde, tu le sens passer, quoi. Et Sarkozy, il était tellement mal qu'il bégayait, quoi. Il était à l'ouest. Donc ouais, c'était... à l'époque, pour les gens qui se souviennent de la vidéo, vous taperez Sarkozy, Poutine, alcool. Vraiment, c'est mots-clés. Sarkozy, alcool, Poutine. Et vous verrez que... Non, il s'est fait vraiment remonter les bretelles. Et c'est pas rassurant, parce qu'on se dit que ce mec-là, c'était le président de la France. C'est le chef des Français. En gros, c'est notre chef, le mec. Et notre chef, il s'est fait mettre à l'amende par eux. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est le système qui va très très mal. Très 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 mal. Moi, je vous invite vraiment, c'est ça qui est important, c'est que la politique, et souvent, il y a des gens qui se disent, moi, la politique, je m'en fous, de toute façon, le système, il est corrompu, je m'intéresse pas, je vote pas, et puis c'est tout. Vous intéressez peut-être pas à la politique, mais croyez-moi sur parole que les hommes politiques s'intéressent à vous. C'est eux qui font les lois pour, à la fin, vous faire faire ce qu'ils veulent. Le pass sanitaire, d'ailleurs, c'est un bon exemple. Pourquoi aujourd'hui, le pass sanitaire, il est passé aussi facilement ? Parce qu'en réalité, il y avait personne réellement pour protester. Il y a eu des manifs en France. En France, on a dressé un peuple à avoir des revendications gentilles, sympas. Voilà, on est gentil, on manifeste, on met de la musique, on dit on n'est pas content, on fait des pancartes. Et puis après, c'est fini. Quand la manif elle est terminée, on rentre à la maison, on va prendre un menu au McDo, on va regarder on va continuer notre série Netflix, puis la vie continue. Et voilà, quand un peuple est dressé à ne pas se rebeller vraiment quand il y a vraiment pour le coup une vraie forme de dictature, bah ça a donné ce qui se passe avec le pass sanitaire. Là, tout le monde s'est tu, malheureusement. Tout le monde s'est tu. Même les nationalistes, vous savez, les nationalistes qui étaient là en train de nous parler de guerre civile. Ouais,
Un jour, il y aura une guerre civile si ça se passe mal. Une guerre civile contre les musulmans, en plus, ils prétendaient. Les mecs sont pas capables de dire non à un pass sanitaire, c'est-à-dire que c'est des gosses, en fait. Je sais pas si vous avez vu les images, hein, t'as des gens qui vont dans des gares en France et ils doivent avoir un bracelet. Un bracelet. Je veux dire, on arrive à ce stade-là. Un bracelet dans des gares pour prouver que, quand tu vois ça, tu dis, on y est là dans la dictature. Ne me parle pas du Front National, ou barrage contre le FN, ou barrage contre le fascisme. On y est dans le fascisme. On y est. Il y a tout un peuple qui s'est fait confiner à la maison. Dans une démocratie, c'est-à-dire dans un endroit où le peuple est censé avoir le pouvoir de décider, un gouvernement a privé le peuple de son pouvoir, imaginaire, hein, parce que le peuple n'a jamais le pouvoir en France, mais il y a des gens qui pensent que la démocratie, ça existe encore. Et ils leur ont dit, voilà, on va vous enfermer chez vous pour votre bien. Et ça, c'est pas le Rassemblement National qui a fait ça, c'est pas le Front National. Quoi qu'ils auraient pu le faire, d'ailleurs. S'ils avaient eu accès à la présidence, peut-être en bon larbin qu'ils sont, Marine Le Pen, elle aurait peut-être suivi les instructions qu'on lui aurait données, hein, comme Macron. Mais voilà, vous comprenez bien que c'est le système qui va mal aujourd'hui. C'est ça le problème. Vous pouvez voir aussi les conférences d'Asselineau. Asselineau qui a fait des conférences, mais prodigieuses, sur l'Union européenne, la fausseté, la manipulation qu'est l'Union européenne. Une Union européenne qui n'est pas une Union européenne, qui n'est pas une union des Européens. Et on voit à quel point ça paralyse le pays. C'est en fait, à partir du moment où la France est rentrée et est devenue membre de l'Union européenne, elle a perdu de facto sa souveraineté. Et lui, il a fait des conférences entières sur la perte de souveraineté de la France. Tant que la France ne sort pas de l'Union européenne, il n'y a pas de politique, il n'y a rien. Pourquoi ? Parce que tout ce qui va être décidé en France, dans une certaine mesure, doit être avalisé par tous les pays membres de l'Union européenne. Il a dit, mais c'est impossible de faire ça. C'est impossible. Donc juste ça, là, tant que vous ne comprenez pas que c'est le système le problème, et pas les partis politiques, même si les partis politiques sont un problème, hein, mais c'est pas les partis politiques ou les membres de partis, c'est pas eux le problème immédiat, c'est le système sur lequel reposent tous ces partis politiques. C'est ça le problème. Donc voilà, intéressez-vous à la politique. Faut que notre génération... Nos parents, ils avaient encore l'excuse de ne pas avoir une vraie conscience politique, de ne pas avoir assez de connaissances en politique pour analyser la chose, parce que nos parents, voilà, ils venaient parfois du bled, certains ne savaient pas lire ni écrire, ils avaient des notions, quoi. Voilà. Et en plus, leur priorité à l'époque, c'était de s'installer, c'était de travailler, de subvenir aux besoins de leur famille. Mais nous, là, notre génération, c'est bon. On connaît la langue, on connaît les codes, on sait tous les réécrire, du moins en principe. On est capable d'être sur Internet pendant des heures et de regarder des bêtises. On peut utiliser ce temps-là pour analyser les faits politiques, des passages télé. Parfois, quand il y a des débats politiques, même s'il y a des gens qui trouvent ça chiant, imposez-vous des débats politiques, ne serait-ce que pour comprendre ce qui se passe, prendre la température. Et ça, c'est à ça que ça sert l'analyse politique. Faut vraiment que notre génération, elle soit au courant de tout ça. Moi, c'est scandaleux de lire encore aujourd'hui, en 2021, quelqu'un qui a un discours, encore une fois, des années 80. Quelqu'un qui me dit, ouais, mais il faut aller voter, parce que voter, ça marche, c'est pour faire barrage aux extrêmes. Coco, les extrêmes, ils sont déjà au pouvoir, c'est bon, c'est fini. Hein, va demander au CCIF, va demander à Idrissi Hamedi, va demander à l'imam Mahdi, va demander à Hanan Loukili et l'école MHS qui a été fermée. Voilà, tu vas les appeler, tu leur demandes qui vous a fait ça. C'est pas Marine Le Pen. Si je peux me permettre, Inch'Allah, je me posais la question justement parce qu'ils disent faire barrage au Front National. Mais si on part du principe qu'on est dans un système démocratique, normalement, toute personne a droit de se présenter. Donc, déjà, pourquoi empêcher un parti de se présenter et d'accéder au pouvoir si on est en démocratie ? Si la majorité des électeurs pensent qu'il faut choisir Marine Le Pen ou une autre personne, pourquoi vouloir faire barrage et l'empêcher d'accéder au pouvoir ? Ensuite, si vraiment... Parce que c'est toujours la même chose. Au second tour, ils font exprès qu'il y a le vilain petit canard qui soit au second tour et ensuite, ils disent, bon, allez, il faut qu'on s'unisse tous contre le vilain petit canard. Ce que je veux dire, c'est que si vous voulez faire un front républicain, à la base, la personne qui se présente, elle se présente en utilisant les règles du jeu républicain. C'est-à-dire qu'ils bafouent leurs propres règles en disant, bon, on est en démocratie, mais bon, toi, on veut pas que tu accèdes au pouvoir. Faudrait savoir, soit on est en démocratie, soit on n'est pas en démocratie.
Et en fait, c'est vraiment un système où il n'y a aucun sens, c'est le serpent qui se mord la queue, quoi. Et pareil, imaginons qu'ils disent qu'en gros, tout le monde peut fonder un parti et accéder aux médias, vendre sa sauce et se présenter aux élections. Sauf que dans les faits, c'est pas vrai. Dans les faits, si par exemple Marine Le Pen était un problème et qu'il voulait faire un front républicain, ben elle passerait pas à la télé et dans les médias déjà. Donc si elle passe déjà dans les médias et à la télé, les gens vont dire oui, mais c'est parce que c'est la démocratie et qu'on donne la parole à tout le monde. Ouais, mais c'est pas la vérité puisque l'UPR ne passe pas à la télé non plus. Donc en fait, c'est-à-dire que ils ont fondé un système avec des règles du jeu, ils ne respectent même pas ces règles du jeu. Alors pourquoi voulez-vous quand vous allez aller voter, ils vont les respecter encore plus et quand ils vont être élus, ils vont appliquer ce qu'ils disent. Ça n'a pas, enfin, dès le départ, c'est biaisé. Donc même si on part du principe qu'on veut participer à la mascarade républicaine, dès le départ, quand on regarde les règles du jeu, c'est faux, c'est le temps d'antenne, etc., la manière dont ils présentent les candidats, etc., dont il y a des caricatures. Enfin, on pourrait passer la nuit à énumérer les trucs, ça tient pas debout, quoi. C'est ça. C'est ça. Rapidement, c'était juste pour lancer une réflexion à mes frères et sœurs qui m'écoutent, et même aux non-musulmans d'ailleurs qui nous écoutent, c'est que le fait de, sur une population, sur un territoire donné, un pays, à l'heure actuelle, toute la population ne peut pas décider comment on gère un pays. C'est comme quand on est dans un bateau, tout le monde ne peut pas décider où on va, comment on y va, à quelle vitesse, etc. Forcément, il va falloir centraliser les décisions sur une personne. Et donc ça, tout système fonctionne comme ça, que ce soit à petite échelle ou à grande échelle. Et la question n'est pas de savoir qui on choisit aussi, parce qu'une fois que tu as choisi la personne, qu'est-ce qu'elle fait? La question est de savoir le but de l'élire, elle va appliquer quoi? Qu'est-ce qu'elle va appliquer et de quelle manière elle va l'appliquer? Et c'est ça le fond du problème. Et à l'heure actuelle, la France, de manière générale, hein, même pour un État lambda ou un État islamique, c'est que ce qui fait le cœur d'un État, c'est l'indépendance de l'État. C'est-à-dire que l'État, sur une zone géographique donnée, elle a le contrôle de ce territoire et les décisions qui sont prises sur ce territoire sont dans sa main. C'est-à-dire que si demain elle décide de fermer les frontières, c'est elle qui décide de fermer les frontières. Si elle décide de frapper telle monnaie, c'est elle qui décide. À l'heure actuelle, le but de voter pour un candidat, c'est quoi? Si vous voulez qu'il réforme la France et le pays, est-ce qu'il a la capacité au niveau légal, au niveau du système, au niveau des outils qui sont en place dans le système de faire tout ça? C'est vraiment ça le fond du problème, parce que le fait de voter pour telle personne, faire barrage à telle personne, ça n'a pas de sens. Ça, c'est vraiment le niveau zéro de la réflexion au niveau politique. La question est de savoir, est-ce que le système qui est à la tête du pays permet une réelle autonomie du pays et qu'elle puisse prendre ses décisions en connaissance de cause et quels sont les moyens de ses ambitions et qu'elle soit indépendante de toute... En fait, on n'est jamais indépendant, j'allais dire, de toute influence extérieure. Forcément, on aura une influence extérieure. Par exemple, imaginons qu'on a un État islamique. L'État islamique sera influencé par les valeurs islamiques. Et donc, il y aura forcément le dirigeant qui va se baser sur une école de fiqh pour prendre ses décisions. Maintenant, la question est de savoir, c'est la France, quand elle prend ses décisions au niveau de la politique, elle se base sur quel socle de valeurs et sur quel groupe de personnes. Et donc là, bon, on sait qu'en France, comme dans la plupart des pays, c'est une caste de gens qui utilisent la France pour, on va dire, assouvir leurs intérêts, que ce soit financiers, de pouvoir, etc., quoi. Et ça, c'est valable pour, on va dire, tous les pays, quoi. Donc voilà. C'est ça. Ah ouais. Par contre, inconnu connu, là, là, faut être beaucoup plus nuancé hein, sur le fait d'être musulman, laïque, républicain. Je vais vous lire en fait ce qu'a écrit Kadhafi sur ce sujet-là, sur la suppression, enfin sur l'inutilité des partis politiques. Parce que finalement, il arrive à la même conclusion que Simone Veil, qui n'est pas la même Simone Veil qui est connue pour la loi sur l'avortement. Hein. C'est pas la même. D'ailleurs, pour les gens qui n'ont jamais lu le livre vert de Kadhafi, je vous le conseille. Je vous le conseille. Pas spécialement par sympathie pour le personnage, mais parce que son ouvrage, Kadhafi avait écrit ça dans les années 70, en 2 tomes d'ailleurs. C'était pas un livre, c'était une partie, la première partie et la deuxième partie qu'il avait écrit quelques temps après. Et il était quand même d'une redoutable pertinence sur plein de sujets. Donc je sais que ça peut paraître bizarre quand on voit Kadhafi, comment il a fini, et surtout le train de vie qu'il menait là, qui était un peu chelou.
Mais quand il était encore militaire et qu'il a fait son putsch, c'était quelqu'un qui avait relativement les idées claires sur plein de sujets. Mais malheureusement, bon, des fois les gens ils changent et ils pètent un peu les plombs. Vous savez qu'on dit souvent de Kadhafi que lui, il voulait remplacer la sunna du prophète alayhi salatu wassalam par son livre vert, ce qui est totalement faux, hein, c'est pas vrai, ça c'est une légende qui est née à son époque et bref, une bêtise qui avait été dite et reprise par plein de gens qui n'ont jamais lu d'ailleurs son livre vert. Et il y a des gens qui prétendaient que Kadhafi c'était un pro-démocrate, c'était un pro-machin. En fait, pas du tout. Kadhafi, dans son livre vert, il dit en substance que les seules constitutions qui peuvent être de vraies constitutions pour tous les peuples du monde doivent se baser sur deux choses, ou peuvent se baser que sur deux choses. La première, c'est la religion. La deuxième, c'est la tradition. Il a dit, en fait, en gros, tout ce qui est moderne, tout ce qui est l'ajout de je sais pas quoi, les gens qui veulent révolutionner la loi, apporter des droits LGBT, machin, je sais pas quoi, il se dit tout ça, là, en fait, ce système-là, c'est le monde occidental qui s'effondre. Voilà, c'est la religion et la tradition. Et lui, il te dit qu'il y a que ça qui peut gérer la vie d'un peuple. Donc déjà, ça, c'est balèze, quand même. Et il dit que dans un État démocratique, le vrai problème d'un État, c'est le pluralisme politique. Il vous dit que à partir du moment où un État autorise les partis politiques, il se met une balle dans le pied et il tue la politique dans son pays. Pourquoi ? Parce que au départ, même si les partis politiques au départ se prétendent être les représentants du peuple, parce que c'est ça un parti politique, hein, c'est un parti qui est censé représenter un peu ton idéal politique, ton idéologie, et donc tu deviens adhérent, tu milites pour eux, tu essaies de les faire élire, machin, etc. C'est ça un parti politique, c'est juste ça. Hein. En fait, il dit, lui, que aujourd'hui, cette idée-là d'un parti qui représente le peuple, en fait, ça n'existe pas, ça n'a même jamais existé. Au contraire, c'est un outil du système pour exclure le peuple du pouvoir. Et c'est exactement ce qu'on voit en France. Aujourd'hui, les partis politiques, ils sont tous potes. Tous potes. Ils se connaissent tous, ils sont tous intimes. Machin et la belle-sœur de truc, tel député, le fils de l'ex-premier ministre de je sais pas quoi. C'est des castes, en fait. C'est de nouvelles élites avec leurs privilèges. Et ce sont des gens qui sont à des années-lumière du peuple qui sont censés représenter. À un tel point d'ailleurs que ces partis politiques ne consultent jamais la population sur des lois, des projets, jamais. Ils invitent une fois de temps en temps des adhérents à venir à des meetings, à venir à... Mais même le peuple, lui, il n'a plus rien à voir avec les partis politiques. Absolument rien. D'autant plus quand c'est le système qui valide les partis politiques ou qui veut les dissoudre, qui dit tiens, lui, il est fréquentable, pas fréquentable. Bon, quand un système décide c'est quoi un bon ou un mauvais parti politique, c'est que le parti politique, c'est un outil, quoi. C'est plus un organe qui est censé représenter l'intérêt d'une partie de la population. Et donc, Kadhafi, lui, te dit que il faut supprimer les partis politiques. Ça ne sert à rien. C'est juste des gens qui font carrière, qui ramassent de la thune, qui font semblant de faire de la politique, et au final, l'intérêt de la nation, ils s'en foutent. Donc Kadhafi, dans son livre vert, il résume bien ce que dit Simone Veil, avec quelques années avec quelques années de recul. Lui, il est aussi partisan du fait qu'il voulait pas de parti politique. Et il a raison d'ailleurs. Moi je suis même anti-parlementarisme. La France, c'est un État qui a un parlement, qui laisse la parole à des criminels, à des escrocs, des voyous, des pseudo-hommes politiques. Faut voir l'état du pays, quoi. Aujourd'hui, t'as des gens dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale qui prennent la parole, qui connaissent même pas leur sujet, qui disent n'importe quoi, Moi, à la rigueur, je préfère une dictature éclairée avec un homme qui concentre quasiment tout le pouvoir, mais au moins le gars, on sait où est le pouvoir. Il n'y a pas de trucs occultes, de franc-maçonnerie, de machin, Ah oui, ça aussi, fallait en parler aussi, les partis politiques qui se font piloter de l'extérieur. Parce que vous savez aujourd'hui qu'il y a des milliardaires qui financent indirectement des hommes et des hommes politiques, qui les aident à créer des partis politiques, donc à influencer l'opinion publique, etc. T'as des officines occultes, c'est-à-dire cachées, comme des loges franc-maçonnes, qui adoubent des ministres et des présidents, et c'est eux qui leur disent quoi dire, quoi faire, une fois de temps en temps, ou qui font passer des lois en douce, machin. Rien que ça oui, ça aussi. Hein. À l'époque, c'était Adolf Hitler, c'était Pétain, qui avait interdit la franc-maçonnerie en France et en Allemagne. Bon, les mecs, ils jouissent pas aujourd'hui d'une très bonne réputation, Pétain et Hitler, c'est vrai. Mais pourtant, ils avaient raison. Pour moi, le fait de laisser la franc-maçonnerie perdurer en sachant
que ce sont des gens qui peuvent avoir une influence néfaste, ou du moins non officielle sur la vie politique, alors que c'est interdit, c'est chaud, quoi. Faire de la politique derrière le dos du peuple, c'est pas de la politique. Je vous rappelle que la République, res publica en latin, ça veut dire la chose publique, ce qui est public. Donc comment dans la chose publique, hein, la res publica, comment dans la res publica, on peut avoir des trucs occultes. C'est complètement contradictoire. Mais bon, il y a des gens qui trouvent ça normal, ça dérange pas. C'est du complot, tu vois des francs-maçons partout. Bah non, les francs-maçons, ils existent. En tout cas, voilà, en tout cas, c'est intéressant la réflexion sur l'utilité des partis politiques. Moi, je suis dans ce contexte-là. Enfin, je veux dire, t'as des partis politiques quand même qui ont osé se nommer les insoumis. Quand les insoumis se nomment les insoumis, alors que ce sont les premiers à s'aplaventrir face au système, là, Mélenchon, vous avez vu, hein, Mélenchon, dès qu'il a pas réussi, il n'a pas réussi à arriver au second tour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné comme consigne pas un seul vote pour le Front National. Vous le prenez dans l'autre sens, ça veut dire voter Macron, en fait. Voter Macron contre Le Pen. Ben voilà. Pendant toute ta campagne, tu fais le coq, tu fais le kéké, ouais, le système, ouais, Macron, faut pas le laisser faire un second mandat, ouais. Et puis dès que le gars, il en a l'occasion, il te dit, bah, votez Macron, quoi. Votez Macron pour espérer, parce qu'il l'espérait, hein, avec les législatives, il espérait essayer de gratter. T'as des partis politiques qui ont cette prétention-là de croire qu'ils sont représentants d'une partie de la population.